De retour dans le Jeudi Parlons-en, troisième et dernière partie de l'émission. On parle de la forêt sartoise, de la forêt même en règle générale, et là on parle de son avenir. On justement terminé là-dessus. L'avenir, c'est peut-être de respecter la forêt différemment, ou en tout cas d'avoir des solutions qui sont plus du prélèvement plutôt que du rasage à blanc. Est-ce qu'on imagine aussi l'urbanisation, tout simplement? L'urbanisation, comment on accepte l'urbanisation et la répartition du territoire finalement à quelqu'un qui est propriétaire d'une forêt? Est-ce qu'il a le droit de tout faire avec sa forêt? Non, il y a le code forestier est là quand même pour veiller et éviter des abus, des défrichements. Et souvent les plans d'urbanisme intègrent effectivement clairement l'urbanisation pour éviter effectivement que ça se fasse de façon complètement anarchique. Et donc tout est quand même bien cadré de ce côté-là. Voilà. Et puis on est nous clairement là aussi pour encourager les propriétaires forestiers à mettre en place des essences bien adaptées au terrain en vue du réchauffement climatique. On sait pertinemment que certaines essences forestières ne seront plus à leur place. Donc on est vraiment encouragé des essences vraiment adaptées au terrain et ne pas jouer avec le feu avec des essences qui pourraient être trop exigeantes en eau notamment. Pascal Yvon, on en parlait en préparant cette émission, l'urbanisation, on en parle là, il y a un scandale, un pseudo-scandale à la forêt de Malpère, en tout cas ça dure depuis plus d'1 an. Scandale, non. Non, c'est pas un scandale, mais il s'est passé quelque chose. Disons qu'il y a eu de l'agitation. C'est vrai que le sud Sarthe est très marqué par ces sables cénomaniens, est très présent, sur lesquels poussent majoritairement des pins. Il y a quelques zones de feuillus, et parmi les plus belles, puisque Bercé est quand même au sud de la Sarthe. Et il y a donc une forêt privée qui fait 1000 hectares, qui s'appelle la forêt de Malpère, dont une surface a été vendue, et le nouveau propriétaire a souhaité déposer un dossier de carrière. Alors évidemment, cette semaine, l'actualité a montré que la commission des carrières s'est prononcée de manière négative. On verra ce que fera le préfet, c'est lui qui décide, c'est pas la commission, c'est seulement consultatif, mais disons que ça met en lumière quand même un problème, c'est que de plus en plus, on essaye, et on le voit sur le plan national, de défricher des forêts, pour pouvoir récupérer un matériau qui est en dessous. Et quand on sait qu'on va récupérer à Malpère notamment des argiles et notamment des sables, alors après il y a différentes qualités de produits, je ne connais pas le dossier dans ses moindres détails, mais on peut s'interroger parce qu'on trouve les mêmes matériaux dans des zones qui ne sont pas boisées. Et comme les terrains boisés sont des terrains, en tout cas pour ces forêts-là, puisque la forêt française s'est redéveloppée depuis le XVIIIe siècle, mais quand une forêt était encore en forêt au XVIIIe siècle, et c'est le cas de la forêt de Malpère, et c'est le cas de la forêt de Bercé, ça veut dire que cette zone était déjà en forêt à l'époque d'Astérix et d'Obélix. Donc, on a là des forêts, ce qu'on appelle anciennes, qui sont riches en carbone, qui sont riches en biodiversité, et qui sont riches aussi en plein de choses qu'on ne connaît pas encore. Parce qu'un des problèmes de la forêt aujourd'hui, c'est qu'on a fait beaucoup d'études scientifiques, notamment sur les individualités, sur le chêne, sur le châtaignier, voilà, mais on connaît mal les échanges entre les arbres. Et on sait aujourd'hui qu'il y a tout un réseau mycorhizien qui réunit tous les arbres. Et on est à l'aube de découvertes certainement très intéressantes. Et il y a aujourd'hui un projet d'étude d'ailleurs que je mène dans la Sarthe, à la fois en forêt de Vibray, qui est la plus grande forêt privée de Sarthe, et puis dans d'autres petits massifs, où on étudie ces choses-là avec un labo, et c'est passionnant. Voilà, on apprend plein de choses. La forêt on sous-estime complètement ce qui se passe. En fait, on ne voit que la partie aérienne, mais il y a autant de choses en dessous. Voilà. Donc, indispensable de préserver la forêt coûte que coûte. C'est indispensable, c'est un écosystème très complexe dont on ne connaît pas tout, en effet. Donc il faut le préserver. Voilà. La faune, la flore aussi, il y a des mares dans la forêt. La flore, la forêt de Bercé a plus de 200 mares. La forêt de Persaigne, qu'on n'a pas parlé non plus, mais qui fait pratiquement de la même taille que la forêt de Bercé, est une forêt superbe qui est à la tête de bassins versants avec beaucoup de cours d'eau intéressants où on a encore des espèces comme l'écrevisse à pattes blanches. Voilà, une écrevisse locale, qui est en ce moment très menacée par les écrevisses étrangères. Mais il y a plein de choses à découvrir en forêt.
et plein de choses à préserver, bien sûr. Et le réchauffement climatique, alors on en parle ? Eh ben, le réchauffement climatique, c'est le bon choix des essences lorsqu'il faut renouveler la forêt. On la renouvelle de manière naturelle, mais aussi avec les graines qui tombent des arbres, mais on peut aussi la renouveler de manière artificielle en plantant. Et là, il faut bien choisir les espèces que l'on va mettre. Il y a des espèces comme le hêtre qui demandent beaucoup d'eau. On sait qu'à l'avenir, l'air du hêtre il va remonter et il n'y aura pratiquement plus de hêtre en France dans une grande partie, et surtout en Sarthe. Donc le hêtre n'est pas malheureusement une essence d'avenir. Voilà. Donc choisir les essences et aussi parfois utiliser celles qui nous servent. C'est ce qui a été mis en place à Mulsanne après la période des fêtes. À Noël, on a tous un sapin chez nous. Là, l'idée, c'était de replanter les sapins. C'est un sujet de la rédaction qui date du 29 novembre dernier. C'est Sapins solidaires, regardez. Ici, sur le massif du Houx, s'offre aux yeux du promeneur un paysage lunaire fantomatique, battu par les vents. Les 10 000 mètres cubes de bois brûlés ont été débardés cette année, ne restent sur le sol sablonneux que des souches calcinées, même si de timides pousses de conifères se battent pour recréer la forêt. Mais parfois, la nature a besoin d'un peu d'aide. Alors les élus de Mulsanne ont eu une idée, recycler les sapins de Noël des riverains pour les replanter sur les terres brûlées. Une initiative simple pour que de ce grand malheur germe une belle solidarité. Malheureusement, ce massif avait déjà subi les affres, je dirais, d'imbécilité. Je les appelle comme ça il y a 10 ans. Donc voilà, 2015. Maintenant, oui, on ne peut pas s'arrêter. Il faut continuer. Il faut qu'on soit tous imprégnés de cette solidarité et de ces gestes citoyens qui, au final, coûtent pas très cher, mais qui permettent de faire beaucoup. Pour participer à l'opération, il suffit de se rendre dans une jardinerie traditionnelle. Mais attention, il vous faudra éviter le sapin habituel aux pieds coupés. Impossible bien sûr de les replanter. Pour quelques euros de plus, vous trouverez des sapins racinés qui, une fois utilisés, trouveront leur place sans problème en forêt de Mulsanne. Oui, ce sont des sapins qui s'adaptent bien dans la région, dans les forêts sans problème. Ce sont les endroits, sur les terres que l'on a dans la région, plutôt sableuses, il n'y a pas de souci. Ce sont des sapins qui reprennent facilement, à condition de ne pas les laisser trop longtemps dans les intérieurs chauffés. Sinon, il n'y a pas de problème de reprise. Beaucoup de gens les replantent dans leur jardin et ça pousse facilement. Et l'avantage, c'est que ça fait de jolis sapins. Un geste simple et utile pour que les fêtes de fin d'année profitent aussi à la forêt. Alors c'est une solution d'avenir ou alors c'est plutôt l'intention qui compte, là, c'est le geste? Oui, là, sur cette opération, c'était beaucoup le geste de sensibiliser effectivement les habitants de Mulsanne et communes voisines. Donc c'était une belle opération quand même. Plus de la communication, parce que clairement c'est pas les sapins qui sont qui pourraient réellement se développer et refaire une forêt. C'est-à-dire qu'on peut faire mieux. Et faire mieux, ce serait que l'année prochaine, les collectivités locales, Télocher, Mulsanne, Ruaudin, Bret-les-Pins, proposent aux jardineries, se mettent d'accord avec les jardineries et que les gens puissent acheter plutôt des pins maritimes, par exemple, ou des houx, pourquoi pas, c'est le chemin du houx, on va planter des houx, et mettre des boules dans les houx. Bien sûr, quand il n'y en a plus. C'était les sapins à racines, bien sûr, et pas les sapins coupés, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Carnuta, c'est un peu cette idée de sensibiliser les gens réellement, peut-être pas avec cette solution-là, mais d'autres. Oui. Nous, on n'a pas d'extérieur, donc on ne peut pas planter. On est vraiment au cœur du village. Donc, non, on sensibilise d'une façon différente. Donc, ça passe par plein d'actions qui sont réalisées toute l'année. Donc, il y a un programme d'animation qui s'étend de février jusqu'au mois de décembre avec des sorties en forêt. On peut faire des conférences. On a des expositions temporaires qui peuvent être artistiques, scientifiques. Qui vont... Ça reste du grand public? C'est accessible à tous? Oui, c'est vraiment accessible à tous, c'est vraiment fait pour les familles, c'est vraiment fait pour une première découverte. Après, les personnes qui connaissent aussi bien le sujet vont pouvoir approfondir, parce que c'est un espace qui a été conçu un petit peu vraiment pour tout le monde. Donc, faut pas hésiter. Nous, on a des gens qui connaissent très bien les métiers du bois, et ils vont passer tout l'après-midi dans le musée, parce que il y a plein de vidéos, ça prend du temps quand même. Donc, c'est vraiment fait pour tout le monde. Faut pas hésiter. Après, c'est vrai que les animations, les sorties en forêt, on est plutôt sur du grand public.
Voilà, par exemple, pour des sorties sur les champignons, on va plutôt être en famille à essayer de découvrir ceux qui sont comestibles ou pas. Il y a des associations mycologiques qui font aussi des choses beaucoup plus pointues, donc on laisse aussi la place à chacun. Et alors l'avenir d'une forêt, c'est quoi? C'est plus d'accessibilité aussi? Ça compte? C'est en fait trouver le juste équilibre en fait entre toutes les pratiques qui sont faites en forêt. Et après pour nous, c'est vrai que là avec le label forêt d'exception, on souhaite un petit peu un peu plus de notoriété et puis que tous les liens se fassent entre les villages, qu'on arrive à faire peut-être que les visiteurs viennent un petit peu plus longtemps sur le territoire. Voilà, donc ils aient plusieurs possibilités et ça passe par des choses qui peuvent être mises en forêt. Donc là, je vais parler pour l'ONF, mais il y a le mécénat avec la Maison Martel à la Futée des Clos qui va développer tout un sentier de contemplation. Donc ça, c'est des outils supplémentaires qui vont permettre au public de venir à Carnuta, puis d'aller en forêt, mais de façon raisonnable. Joël Linde, c'est quoi concrètement? On met des rampes, comment on accessibilise aux poussettes, aux fauteuils roulants une forêt? Comment on fait? Le sentier à la Futée des Clos, Carnuta, sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Voilà, on va développer, et puis on ne veut pas détériorer le site, donc il faut que ça reste naturel. Ça restera naturel, il y aura très peu d'équipements sur la Futée des Clos, mais par contre il y aura une application sur smartphone pour pouvoir découvrir et apprécier. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que les gens se réapproprient aussi la forêt, mais dans le bon sens, donc les éduquer en même temps. Parce qu'avant, dans toutes les familles, il y avait des gens qui venaient faire du bois en forêt ou qui faisaient. Maintenant, les gens sont de plus en plus urbains. Et même les gens qui vivent autour de la forêt de Bercé ou autour d'autres forêts n'ont pas cette habitude de venir en forêt. Voilà. Donc il faut qu'ils se réapproprient la forêt, mais dans le bon sens, évidemment. L'avenir de la filière bois, c'est quoi? C'est un métier d'avenir, la filière bois. On parle beaucoup de renouvelables aujourd'hui, c'est une ressource renouvelable, le bois. Complètement, oui, c'est vraiment la ressource de demain, la ressource d'avenir, et il faut vraiment promouvoir encore davantage le bois, de préférence le bois français, et aider effectivement les scieurs, les industriels de la seconde transformation à innover encore davantage. On a de beaux lambris, de beaux parquets, de beaux meubles en bois, donc il faut vraiment promouvoir énormément le bois, parce que si on n'a pas tous ces débouchés, il sera compliqué de gérer correctement les forêts. Donc il faut vraiment aider grandement toute la filière bois qui en plus fait travailler beaucoup de monde, voilà, qui n'est pas délocalisable. On a une ressource en France abondante de bois. On est loin de récolter son accroissement, donc il y a encore une marge importante. On peut encore mobiliser davantage de bois, mais effectivement, ça passe forcément par davantage de débouchés et de promotion du bois. Et écologiquement, le bois, ça absorbe le carbone. Si on fait une maison en bois, c'est plus écologique parce que c'est moins énergivore, c'est ça? C'est ça, c'est moins énergivore. Et maintenant, on peut construire des immeubles en bois. Il y a eu une nouvelle loi qui a permis d'aller au-delà des 10 étages. Donc, des immeubles en bois vont certainement se développer en avenir. Et c'est beau, c'est durable. On piège le carbone. Voilà, c'est tout bon. Pascal Yvon, filière bois à venir? Évidemment, c'est l'avenir. Simplement, on a une filière qui s'essouffle, et qui souffre depuis des années dans notre beau pays, et j'espère que les élus finiront par en prendre conscience complètement. Parce qu'aujourd'hui, à court terme, c'est les élections, clairement. Oui, mais aujourd'hui, tout n'est pas fait pour... je prends l'exemple de Gardanne. Tout le monde a vu l'émission à la télé sur la centrale de Gardanne. On vient d'apprendre que 40 000 tonnes d'eucalyptus, de plaquettes forestières d'eucalyptus viennent d'arriver à Gardanne pour faire un essai. Ça veut dire que l'année prochaine, il y aura des centaines de milliers de tonnes qui viendront pour alimenter Gardanne. Pourquoi ? Pour éviter que, parce que Gardanne est une usine gigantesque, eh bien, on ne déforeste autour dans une zone qui est plutôt protégée. Et l'eucalyptus vient d'où ? Il vient du Brésil. Et à côté du Brésil, il y a quoi ? Il y a la Guyane. Alors non seulement le bois ne vient même pas de France et on aggrave notre déficit commercial, puisque c'est le deuxième poste déficitaire après le pétrole en France. On a 30% de notre territoire et on a un déficit de 6 milliards d'euros. Alors bon, voilà, nos élus sartois
Si vous écoutez l'émission, bien sûr. Battez-vous, on est derrière vous. On arrive bientôt au terme de l'émission, justement, on venait de le faire, à lancer un message. C'est le moment d'en lancer. Carnuta, on ouvre des portes, on fait quoi? On refait des événements l'année prochaine, 18 mars à peu près, fin du mois de mars? Oui, alors avant le 18 mars, il y a plein de choses, parce que là, la saison... Tout l'été arrive. Voilà, il y a les vacances de Pâques, il y a tout l'été. Ah oui, non, ça s'arrête jamais. Il n'y a que le mois de janvier où vraiment il y a une petite pause. Donc non, surtout, faut pas hésiter à franchir la porte. Et voilà, franchir la porte, on est là pour vous accueillir, et on vous conseille pour aller en forêt sans aucun problème. Et puis toute l'année, les champignons qui vont arriver aussi à Il y a tout, il y a le l'automne. brame du cerf, il y a les champignons. Après, il y a plein de sorties qui sont sur des thématiques complètement différentes. On va faire les reptiles, comme on va faire le métier de forestier. Il y a vraiment une palette, faut vraiment pas... Donc même si on est déjà venu, on peut revenir, parce qu'il y a des... Bien sûr, les expositions, elles changent. Alors, il y en a 2 dans l'année. Donc là, celle qu'on a actuellement d'une artiste qui fait du papier mâché, ce sera jusqu'au 29 mai. Et après, justement, on fera un petit tour du monde de différentes essences, puisqu'on a un collectionneur qui a voyagé et qui a récolté donc différentes essences, des feuilles, des fruits, des choses comme ça. Donc du coup, là, ce sera un petit voyage autour du monde. Joël Lint, un mot, vendez-nous la forêt. Venez dans toutes les forêts domaniales de la Sarthe. Sillé de Guillaume, vous allez à Sillé-Plage, allez vous promener autour dans la forêt de Sillé. Persaigne, on a aussi des partenariats avec les offices du tourisme, l'office de tourisme de Mamers. Il y a une sortie, si vous n'êtes pas près de Bercé, il y a une sortie le 18 avril avec des forestiers en forêt de Persaigne. Tout au long de l'été, il y en a aussi. Allez vous renseigner auprès de l'office du tourisme et venez découvrir les forêts à pied, en vélo. Voilà. Venez découvrir les forêts. Venez découvrir. Très bien. Pascal Yvon, un mot. Les chênes les plus hauts de France sont en forêt de Bercé, voilà, dans la vallée de l'Hermitière. Moi, j'invite les gens. Voilà, 51 mètres, c'est quand même quelque chose. Il n'y a pas plus haut. Alors, rien que ça mérite le label. Et puis, naturellement, la futaie des clos. Juste un petit rappel aux gens, respecter les emplacements de déplacement. C'est pas évident de garder des arbres comme à la futaie des clos qui ont bientôt 400 ans. Il faut rester sur les agents de l'office vous donnent des chemins balisés, il faut les respecter. Voilà. C'est fragile, on n'a pas parlé de la protection des sols, mais en forêt, la protection des sols, ne pas tasser le sol, c'est très important. Donc lorsque vous avez des sentiers, restez sur les sentiers, et surtout à la futaie des clos où on a un peuplement magnifique qui date de Colbert, donc il faut le protéger. Ça n'empêche pas de venir l'admirer, mais en étant respectueux. En respectant, bien sûr. Cédric Billot. Merci. Moi, je dirais encourager les jeunes à venir travailler en forêt. Il y a de très beaux métiers. On est souvent en pénurie de bons professionnels pour entretenir, récolter et transformer le bois. Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin d'encourager les jeunes à se tourner vers ces métiers d'avenir. Il y a de très bonnes écoles au moment, déjà, et ailleurs. Et donc, voilà, s'il y a plus de jeunes qui se dirigent vers ces métiers, ce sera aussi plus facile pour nous de trouver des solutions pour valoriser les forêts. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. C'est la fin de ce débat. La semaine prochaine, on parlera des nouvelles pratiques alimentaires, le végétalisme, le véganisme mène. Et en face, nous aurons des bouchers pour discuter bien sûr et un nutritionniste. Pourquoi pas, voilà, pour en parler, bien sûr, ce sont des sujets d'actualité. La semaine prochaine, le débat ne sera pas réalisé par Léo Beltrando, c'est son dernier soir. Je lui souhaite, en tout cas personnellement, de très belles choses à vivre dans ce métier qui est magique et qui nous plaît tous ici, la télévision. Excellente soirée à vous, bisous Léo, et à demain 18h15.